Alors, nous quittons Toulouse et nous allons... À Lyon. Voilà, je vous laisse soin de le dire. Donc, bonjour et merci de de nous avoir invités à cette table ronde. Alors moi je suis Antoine Baudrich, je suis animateur de prévention à l'association Cabiria. Et je commencerai et je laisserai une partie de mon intervention, la parole à ma collègue Joy qui vous parlera de réinsertion, enfin, de réorientation. On parlera aussi également, on rejoint Griselidis sur les termes qu'on utilise de travailleuse du sexe et de prostituée, parce que c'est comme ça que les personnes qu'on rencontre se définissent également. Cabiria, c'est une association de santé communautaire qui a bientôt 20 ans, à Lyon et dans la région Rhône-Alpes, qui on rencontre dans nos différentes missions qui sont les mêmes que Griselidis, à laquelle je rajouterai l'accès aussi à la parole publique pour les premières personnes concernées, mais c'était juste un oubli, j'imagine, de Griselidis, parce qu'elles le font aussi. On rencontre, en 2013, on a rencontré 1400 personnes dans nos actions de rue et environ 450 personnes sur une action qu'on a mis en place en 2011 concernant les hommes qui travaillent dans la rue et sur Internet. Enfin, hommes et personnes trans. Il est souvent reproché aux associations qui n'ont pas des positions abolitionnistes de ne pas être représentatives des travailleuses et travailleurs du sexe. Cabiria, c'est une association de santé communautaire. Dans l'équipe salariée, dans le conseil d'administration, il y a des travailleuses du sexe et des travailleurs du sexe. Le nombre de personnes qu'on rencontre nous permet d'avoir un panel d'origine géographique, de modes d'exercice, de situations et d'histoires, de parcours différents, qui fait qu'on a quand même une vision assez large du paysage prostitutionnel, si on peut l'appeler comme ça, qu'on rencontre en France. De plus, on vous a amené une pétition qu'on a fait signer enfin, juste cette dernière semaine, qui a été signée par plus de 200 travailleuses et travailleurs du sexe, voilà, qui demande l'abrogation du délit de racolage et la non mise en place de la pénalisation des clients. Je vais du coup maintenant rentrer dans le vif du sujet de la loi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par les différentes associations qui ont pu être rencontrées par la commission spéciale, notamment ACT UP et le STRAS. On rejoint complètement le constat que vient de faire Griselidis sur les conséquences actuelles de la proposition de loi, qui n'est pas encore votée. Un exemple aussi de conséquences de la précarisation des personnes. Dans nos actions de nuit, on propose aux personnes qui ont eu des ruptures de préservatifs de les accompagner dans les services d'urgence afin qu'elles bénéficient d'un traitement post-exposition qui évite la contamination par le VIH. Et ces 2 dernières années, on a eu des refus de personnes qui ne souhaitaient pas perdre du temps à aller à l'hôpital. Ce qui est parce qu'elles avaient peur de perdre des clients, clairement, et qu'elles étaient dans une situation telle qu'elles ne pouvaient pas se permettre de perdre des clients. On n'a pas constaté forcément que ce refus d'accéder au traitement post-exposition a directement donné lieu à une contamination, mais c'est le risque énorme qui est encouru par les personnes. Concernant l'isolement des personnes, c'est clair et net. On a également à Lyon une situation qui fait que, avec les arrêtés municipaux alors c'est pas anti-prostitution, c'est anti-stationnement des camionnettes des prostituées, ce qui revient absolument au même. On constate que les personnes s'éloignent de plus en plus des centres-villes pour aller s'installer dans les campagnes qui prennent des arrêtés municipaux, et du coup, les personnes s'éloignent de plus en plus des grandes villes.
Et du coup, ce constat d'éloignement et d'isolement des personnes sera aussi, enfin, ce sera une conséquence qu'on retrouvera dans la pénalisation des clients, sachant aussi que le texte de loi qui a été déposé à l'Assemblée, dans l'exposé des motifs, on montrait bien que c'est pas parce que on n'allait plus pouvoir pénaliser les prostituées par le racolage qu'on n'aurait pas d'autres moyens. Et les moyens, ils sont très clairs, hein. Après, il y a le droit commun sur tout ce qui est délit d'exhibition sexuelle, etc. Après, c'est le droit commun, très bien, mais il y a dans les exposés des motifs que les pouvoirs de police générale du maire lui permettent de dicter des arrêtés municipaux afin d'interdire et de restreindre la présence des personnes prostituées sur la voie publique. Du coup, l'inversion de on rejoint aussi Chrysalidis quand elles disent que l'inversion de la charge pénale des prostituées aux clients, ce n'est qu'un leurre, parce que la loi prévoit et incite les maires à prendre des arrêtés municipaux s'ils ont envie de prendre des arrêtés municipaux. Les conséquences de ces arrêtés municipaux, c'est également des dettes, qu'on constate à Lyon, des dettes pour amende impayée. Alors, c'est variable, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui ont entre 10 000 et 20 000 euros de dettes depuis 5 ans 6 ans qu'il y a les arrêtés municipaux. Je pense qu'une des premières mesures à faire quand on veut parler de réinsertion des personnes prostituées et d'inversion de la charge pénale, c'est d'abolir ces arrêtés municipaux, d'abolir les dettes que les femmes ont contractées parce qu'elles ne pouvaient pas payer les amendes, et voire la restitution des sommes qui ont déjà été données dans ce cadre d'arrêtés municipaux. Concernant l'amalgame entre traite des êtres humains et prostitution, ce qu'on constate depuis l'arrivée des femmes migrantes et les différentes études qui ont été faites par l'association, qui sont disponibles sur notre site internet, c'est que les chiffres donnés de 90% de victimes de traite sont complètement faux. Alors, on ne dit pas que ça n'existe pas, l'exploitation et la migration en vue de l'exploitation. Simplement, la plupart des personnes qu'on rencontre sont des personnes qui migrent, qui ont envie de migrer, qui sont obligées, vu le contexte actuel des politiques d'immigration, sont obligées de contracter des dettes de passage et qu'elles souhaitent rembourser en arrivant en France. Et le travail du sexe est un moyen qui est souvent le plus rapide et parfois le seul moyen qu'elles peuvent avoir quand il n'y a pas de droit au séjour avec autorisation de travail. Après, il y a une question qu'il faut aussi se poser, qu'on ne pourra pas forcément traiter dans le cadre de la proposition de loi ou même ici, mais c'est que cette migration, qui est une migration essentiellement économique, mais pas seulement selon les cas, mais qui est une migration économique, la question, c'est la question des rapports entre les pays du Nord et les pays du Sud et de l'Est, et où la France a aussi un rôle à jouer dans l'arrêt des politiques coloniales ou post-coloniales qu'on a mises en place jusqu'à présent. C'est peut-être pas forcément le sujet, mais enfin, c'est à prendre en compte quand même. Concernant l'article d'abolition de l'abrogation du délit de racolage public, le délit de racolage public, il y a une proposition de loi qui a été votée au Sénat il y a près de 14 mois. Il y a eu un blocage conscient à l'Assemblée nationale qui n'a pas voulu, enfin c'est pas l'Assemblée nationale, c'est certains partisans de la pénalisation des clients qui ont refusé que cette loi soit votée seule à l'Assemblée nationale.
sous prétexte que si jamais il y avait l'abrogation du racolage, on ne pourrait pas pénaliser les clients après faire une autre proposition de loi. Il fallait une loi globale. Simplement, l'abrogation du délit de racolage, toutes les associations étaient jusqu'à présent unanimes sur la nécessité de l'abroger très rapidement, y compris les associations abolitionnistes qui ont fait marche arrière au moment de la pénalisation des clients. Et du coup, excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, il y a une nécessité de l'abroger immédiatement et sans condition, sachant que le délit de racolage est encore utilisé, notamment à Lyon, mais j'imagine pas seulement, pour pénaliser les travailleuses du sexe. En tant qu'acteur de la lutte contre le VIH depuis près de 20 ans, on a participé à l'élaboration du plan national de lutte contre le VIH 2010-2014 et nous souhaitons vous alerter sur les conséquences du coup qu'aura la pénalisation des clients sur le risque de contamination pour les personnes prostituées. Il est également aussi important de redire, parce qu'on a pu l'entendre, que le VIH et les IST ne s'attrapent pas par l'échange d'argent. C'est bien évidemment pas le fait d'avoir une relation sexuelle contre rémunération qui favorise la contamination par le VIH et les IST, mais c'est bien les rapports non protégés, les rapports sexuels non protégés, et toutes les conditions qui amènent les personnes à accepter des rapports sexuels non protégés. Ce constat, il a été fait notamment par le Conseil national du sida, par l'IGAS, mais aussi par des institutions internationales de santé, l'OMS, le PNUD, le Programme des Nations Unies au développement, ou encore l'ONU-SIDA, et qui font le constat qu'il y a certaines politiques publiques en France qui sont contradictoires entre elles, qui rentrent en conflit, notamment les politiques publiques par rapport à l'immigration et les politiques publiques par rapport à la prostitution et à la sécurité, notamment les arrêtés municipaux, la loi sur le racolage et la loi de pénalisation des clients rentrera dans ces mêmes genres de politiques publiques et qui rentrent en contradiction avec les politiques publiques de santé et de prévention VIH. L'exemple flagrant, c'est que dans le plan national de lutte contre le VIH, qui est censé être le plan de référence pour toutes les actions au niveau national, il y a une action, l'action P5, qui vise à proposer une prévention du VIH et des IST auprès des clients. Comment on peut faire quand on est associatif ou même professionnel de santé pour faire de la prévention auprès des clients alors qu'ils seront pénalisés. Les clients aussi se cacheront et de fait, on n'arrivera pas à faire de la prévention. Du coup, devant ces conflits, il y aura un choix politique à faire, un choix politique et éthique sur qu'est-ce qu'on veut privilégier. Est-ce que c'est la lutte contre la migration et le travail du sexe, ou est-ce que c'est plutôt privilégier l'accès aux soins, l'accès à la santé et à la prévention? Je vais laisser la parole à ma collègue. Bonjour, je m'appelle Joy. Je suis étudiante en formation à l'association Cabiria, en BTS assistant de gestion PME. Ah, ok. Ouais. Donc, ouais, je suis là pour mettre plus de spécificité sur le point d'insertion. En effet, comme mes collègues ils ont dit, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je suis nigérienne. Et donc, ça va faire 7 ans que je suis en France. Et du coup, le système de dire qu'on
qu'on va octroyer un titre de séjour provisoire de 6 mois, enfin pour les personnes qui vont décider d'arrêter, de changer d'activité. Franchement, je ne pense pas que ça serait vraiment une bonne idée, d'autant plus que déjà avec un titre de séjour d'un an, c'est difficile d'accéder aux formations, d'accéder à l'emploi, enfin à l'emploi. Et le truc, c'est qu'en étant anglophone, on n'a pas tout à fait les mêmes règles ou les mêmes lois qu'au Nigeria qu'ici en France. Donc, il faut un temps d'adaptation. Il faut un temps pour apprendre la langue. Et il faut un temps pour pouvoir décider ce qu'on va faire et puis chercher effectivement de l'emploi. Donc, en sachant que les personnes qui arrivent ici, elles ont des familles et puis elles vont vouloir bien évidemment nourrir leur famille, vivre entre-temps. Et en ayant un récépissé ou un titre de séjour qui ne donne pas droit à travail, donc ça, je ne vois pas comment on peut le faire. Et puis, en même temps, ils ont des factures à payer, de loyer. Et donc, franchement, avec une allocation temporaire d'attente d'environ 340 €, je ne vois pas ce qu'on peut faire avec ça. Du coup, cela va compliquer le mode de vie. Et ça, en fait, sans dépendre des revenus de la prostitution. Et je ne vois pas, enfin, je me répète, je ne vois pas exactement ce qu'on peut faire. Du coup, il y a des questions qui se posent, du coup, sur justement comment on peut faire une formation de français, accueillir une formation et trouver un employeur avec un titre de séjour provisoire de 6 mois. Et en effet, qu'est-ce que les personnes ayant déjà un travail salarié à côté, dont le salaire n'est pas suffisant pour vivre et faire vivre leur famille, comment ils vont faire? Et donc, la question du travail précaire qui dépasse très largement la prostitution doit être prioritairement posée avant de prendre de telles mesures. Et du coup, pour favoriser la réorientation, il faut que, s'il y a un moyen, que la France, en fait, reconnaisse les diplômes acquis à l'étranger. Et ça, je pense que ça va effectivement faciliter l'accès à l'emploi et peut-être pour les personnes qui souhaitent de changer, en fait, l'activité ou d'arrêter de se prostituer ou de continuer. Et enfin, pour finir, en 2009, il y a eu un dispositif qui a été mis en place par la préfecture de Rhône. En fait, c'était pour les personnes prostituées et pour les migrants aussi. Donc, il y a une personne, un conseiller à la Pôle emploi qui aidait ces personnes-là justement à trouver leur voie et à accéder à le travail qui leur convenait, en fait. Merci. J'ai encore 2 petits trucs à dire. Je te laisse la parole. Ouais, juste pour finir rapidement, sur la question des titres de séjour accordés aux personnes victimes d'exploitation, effectivement, il y a, ça a déjà été dit, mais c'est un point important. Il y a l'article 42 de la proposition de loi. Non, c'est pas l'article 42, mais. Enfin, la proposition de loi préconise de abroger l'article 42 de la loi pour la sécurité intérieure, qui du coup prévoit de donner un titre de séjour aux personnes sans condition d'arrêt de la prostitution. Et comme le rappelle la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, dans son avis de 2010, il est discriminant de conditionner le titre de séjour à l'arrêt de la prostitution. Sur le fonds pour la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées, du coup l'article 4 de la PPL, les ressources qui seront confisquées au proxénète, par rapport à ce qui a été dit, l'indemnisation pour nous, elle n'est pas suffisante des victimes.
S'il y a eu confiscation par l'État des biens des proxénètes, ils doivent être restitués aux travailleuses du sexe qui ont été les victimes de ces proxénètes. C'est bien elles qui ont gagné cet argent. On ne voit pas comment, si la confiscation caractérise le proxénétisme, on ne voit pas comment l'État pourrait, à son tour, confisquer l'argent qui a été gagné par les travailleuses du sexe. Il y a aussi la possibilité, la proposition de loi ouvre la possibilité pour les associations reconnues d'utilité publique de se porter partie civile sans l'accord des victimes. On trouve que c'est complètement problématique que les associations puissent se porter partie civile. C'est très important parce que ça apporte un soutien aux victimes, sauf que ça doit rester du choix des victimes et pas du tout des associations. Et enfin, concernant l'agrément des associations, afin qu'elles puissent assurer le suivi des personnes qui souhaitent se réorienter ou qui souhaitent entamer une action en justice contre leur exploiteur, on a d'énormes craintes concernant les critères d'agrément. Le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, présidé par Daniel Bousquet, a donné un avis là-dessus, en disant qu'il fallait que ce soit des associations qui adoptent les positions abolitionnistes. On est des associations de santé communautaire. On n'a absolument pas envie de porter des jugements sur l'activité prostitutionnelle. Il est hors de question, en tout cas pour Cabiria, qu'on adopte des positions dans lesquelles on ne se reconnaît pas et dans lesquelles les personnes qu'on rencontre ne se reconnaissent pas. Et on n'a pas non plus envie de ne pas avoir d'agrément pour suivre les personnes, ce qui serait discriminatoire aussi pour les personnes qui n'auraient pas le choix, en tout cas, des associations qui puissent les soutenir. On est en lien avec des personnes depuis plus de 20 ans. On ne voit pas comment ces personnes, elles auraient peut-être envie qu'on les accompagne dans leur démarche. Et Cabiria, nous particulièrement, et pas une autre association. Du coup, pour respecter le choix des personnes, c'est important qu'il n'y ait pas un conditionnement de l'agrément à ce genre de critères. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On rejoint complètement Griselidis sur les revendications, abrogation du délit de racolage des arrêtés municipaux, etc. Et nous vous demandons également de ne pas voter ce texte. Bonjour, je m'appelle Karen, donc je fais partie du CA, du conseil d'administration de Cabiria. Je suis également trésorière d'une association que nous avons montée en Suisse, qui est la DTS, donc qui défend les travailleuses et travailleuses du sexe, puisqu'il y a aussi beaucoup de problèmes en Suisse. Donc moi, je vais vous parler en tant que prostituée, donc sur le terrain. Ça fait plus de 15 ans que je fais de la prostitution, donc je pense que je peux en parler. Alors tout d'abord, je vous remercie déjà de me donner la parole. Il m'aura quand même fallu 4 ans pour que je puisse échanger avec vous sur mon activité. J'avais en 2010 envoyé un courrier à tous les sénateurs, sénatrices, également aux députés, sur les articles de loi concernant le proxénétisme. Et il n'y a seulement que 2 personnes qui m'ont répondu, 2 femmes, que je remercie, mais qui ne sont pas là, mais que je remercie. Visiblement, nous n'avons pas la même notion du proxénétisme. Nous, travailleuses du sexe, nous estimons que le proxénète est celui qui nous impose une façon de travailler qui n'est pas la nôtre ou qui nous raquette sur chaque passe que nous faisons et non le bailleur ou le propriétaire de site internet ou encore la collègue qui nous rend service. Nous savons faire la distinction entre un service que nous demandons et un service qui serait imposé. La loi actuelle ne fait pas la différence, elle nous maintient dans un statut de victime alors que nous ne le sommes pas. Que je sache, pour chaque manifestation que nous avons faite, nous ne vous avons jamais demandé de nous sortir du trottoir. Nos revendications ont toujours été claires, la fin de la répression et des lois efficaces pour nous protéger dans le cadre de notre activité.
Ce dont on a besoin d'être protégé, ce n'est pas de l'acte sexuel que nous ne considérons pas comme une violence, mais des dérives qui s'exercent autour de la prostitution, comme ne pas être entendu pour un dépôt de plainte pour violence ou vol, ne pas se sentir soutenu face à un agresseur. Nous ne pouvons pas attendre d'aide extérieure en cas d'agression sans que ce soit incriminé par la loi. Pénaliser les clients n'aura pour effet que de renforcer les intermédiaires entre nous et nos clients, et c'est ce que nous appelons se faire exploiter. En effet, ces intermédiaires prendront une partie de notre argent, ce qui est à l'opposé de ce que nous considérons comme de la liberté. J'ai toujours travaillé librement, ça a été ma motivation première dans le travail du sexe. Lorsque je ne veux pas d'un client, je ne le prends pas. Mes règles sont celles que je me suis fixées. Je veux rester maître de mon corps. Et je refuserai toujours de travailler en donnant la moitié de mes revenus à quelqu'un dont je n'aurais pas besoin et qui m'imposerait des clients. On entend parler de maisons closes comme solution à la prostitution de rue. J'ai travaillé en Suisse, je représente donc l'ADTS qui défend les travailleuses du sexe, et les maisons closes sont loin d'être la solution. Bien que la prostitution soit légalisée en Suisse, l'exploitation humaine y est très fortement développée. D'une part, on est obligé de payer jusqu'à 3 800 € par mois un studio à Genève, et d'autre part, dans les salons, on doit donner entre 40 et 60% de la passe aux propriétaires de salons. Les prestations sont pratiquement toujours sans préservatif. La concurrence jouera un rôle défavorable pour les travailleuses du sexe. C'est pour cela que nous ne voulons pas de ce système d'exploitation. Il faut savoir que l'exploitation ne se résume pas à un échange d'argent contre un acte sexuel. Elle est également présente dans notre société. Ce n'est pas l'activité qui fait l'exploitation, mais bien le fait de profiter du travail d'autrui. C'est contre cela que nous nous battons dans le travail du sexe, mais aussi dans d'autres activités. C'est pour toutes ces raisons que la loi de pénalisation des clients ne nous protégera aucunement, mais aggravera notre situation. Aujourd'hui, il existe des lois protégeant les femmes, protégeant les travailleurs, comme le Code du travail. Ce que nous demandons, c'est une reconnaissance de nos droits dans notre activité et dans la société, afin d'être protégés par le droit commun. J'ai pu rencontrer un certain nombre de clients et cela me permet de dire que le rôle des travailleuses du sexe n'est pas que sexuel. Il est aussi humain par son côté social. Nous avons un rôle aussi de soutien psychologique, un peu conseillère conjugale, sexologue et actrice de prévention. Si j'ai commencé à militer pour les droits des travailleuses du sexe, c'est parce qu'il y a une injustice et une intolérance flagrante en ce qui nous concerne. Nous avons beaucoup entendu de mensonges sur notre capacité à penser, à réfléchir et à savoir ce qui est le mieux pour nous. Ce n'est pas parce que nous avons une approche différente de notre corps que nous n'avons pas la capacité de décider de nos vies. Nous exerçons un travail qui peut paraître particulier pour vous. Ça implique que dans notre vie privée, nous ne soyons pas comme Madame Tout-le-Monde. Nous faisons nos courses, nous amenons nos enfants à l'école, nous faisons du sport, nous avons une vie hors de notre travail comme tout un chacun. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Je vous demande de ne pas voter la proposition de loi qui aura pour conséquence d'empirer la situation et certainement pas de nous mettre dans une position forte où notre parole sera prise en considération, ce que nous réclamons depuis tant d'années. Merci. Merci. Vous avez... Merci. Non.